Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et on va parler entrepreneuriat, on va parler juridique et c'est avec Morgane, mon invité du jour. Comment se lancer dans l'entrepreneuriat juridiquement et je suis super contente de l'accueillir à nouveau aujourd'hui. On avait fait un live il y a quelques temps pour ceux qui veulent aller checker ma liste de live sur Instagram et je me suis dit que c'était quand même plutôt intéressant de la faire venir sur mon podcast I Am the Boss pour faire un épisode dédié sur le juridique dans l'entrepreneuriat. Je vais la laisser rentrer dans la room et je vous dis à tout de suite. Bonjour Morgane, je suis super contente de te retrouver sur ce podcast. Salut Eva, c'est un grand plaisir qui est partagé et je te remercie d'ailleurs de m'avoir reproposé une participation. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'expliquais juste avant de te faire monter sur scène, entre guillemets. On avait fait un live la dernière fois et c'est vrai que ça avait beaucoup plu. Il y a eu beaucoup de questions concernant voilà, comment se lancer juridiquement, quelles sont les choses à mettre en place, etc. Donc, je me suis dit, voilà, petit épisode de podcast. Au moins, c'est pratique. Les étudiants ou les entrepreneurs qui se lancent, ils peuvent avoir ça dans leurs oreilles, n'importe où. C'est beaucoup plus simple que regarder un live sur Instagram. C'est sûr que au moins on peut l'enregistrer, on peut l'écouter dans le train, on peut l'écouter partout. Donc voilà, je m'étais dit, pourquoi pas reparler de tout ça. Du coup, est-ce que tu peux te présenter quand même pour faire un petit topo rapide de ce que tu fais, etc. Bah oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Morgane Wallace. Donc, j'ai créé en ce début d'année une entreprise qui s'appelle Léginov, qui est une entreprise de services et de formalités juridiques au profit voilà, des petites structures entrepreneuriales. Donc, j'aide en fait les entrepreneurs à se mettre en conformité avec la loi, que ce soit dans leur formalité de création ou simplement dans la mise en conformité de leur modification d'activité ou de leur site internet, par exemple. Du coup, tu es la personne qui arrive et qui peut aussi faire des audits et pointer tout ce qui ne va pas au niveau de la structure juridique. Voilà, parce qu'en fait, moi, si tu veux, autant je peux faire les formalités, c'est vraiment du secrétariat pour les entrepreneurs, mais je peux aussi rédiger leur modèle de contrat et également les aider en fait dans certaines démarches, les orienter et voir les informer en fait tout simplement sur l'aspect juridique de leur business sur lequel ils ne seraient pas totalement à l'aise. Ok, donc Donc, aujourd'hui, tu as on peut analyser aussi. Oui, aussi. Donc aujourd'hui, ta typologie de client, ça peut être ça peut être un petit jeune qui se lance, comme quelqu'un qui est totalement en reformation professionnelle, j'ai oublié le mot. En Ouais, pas de souci, hein, la reconversion, ouais. reconversion Bah, professionnelle. Mm. oui, oui, carrément. En fait, c'est simplement la personne qui va vouloir se lancer, tant la personne qui va vouloir faire évoluer son activité et du coup, peut-être, par exemple, modifier son statut Oui. juridique ou qui va vouloir, par exemple, protéger sa marque, son brevet, etc. Ouais, donc tu es vraiment là pour faire du conseil pur et dur à 100%. Alors, je fais pas de conseils en matière juridique parce que ça Ok. appartient au monopole des professions réglementées. En revanche, je fais de l'information hein, à Mm. caractère documentaire, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas orienter mon client vers une stratégie particulière en matière juridique. Pour ça, il faut aller voir un avocat, un notaire la problématique. Par contre, voilà, en matière de formalité administrative, etc., si la personne ne sait pas vers quoi s'orienter, vers quel organisme s'orienter, moi, je vais pouvoir lui dire, bah, là, pour ce genre de formalité, ou pour ce genre d'entreprise, il faut du coup aller vers telle personne ou telle personne. D'accord. Donc, ouais, c'est quand même particulier. Du coup, si moi, je me lance en tant qu'entrepreneuse, est-ce que tu as des astuces à nous donner si on peut répondre au moins à certaines interrogations de ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Bah, bien sûr, en fait, que ce soit pour de la vente de marchandises ou de la prestation de services, de l'achat-revente, moi, la chose que je répète à chaque fois à mes clients entrepreneurs, c'est qu'il faut respecter certaines phases en fait dans l'élaboration de la relation commerciale avec sa clientèle. Va y avoir d'abord la phase de pré-vente qui est pour moi la plus importante hein, parce qu'il y a tout l'aspect effectivement prospection, le fait d'attirer le client où il y a d'autres gens dont c'est le métier qui seront conseillés davantage que moi. Mais sur l'aspect juridique, moi, j'insiste énormément. Je dis la prospection, c'est bien, mais il faut aussi bien cadrer
la relation avant même qu'elle démarre pour justement anticiper les problématiques qu'on pourrait rencontrer derrière. Un impayé, une réclamation ou carrément un litige en fait. Ouais. Donc, ça va passer par un accompagnement sur comment créer un devis, par exemple pour les prestataires de services, comment créer une facture, parce qu'en fait, c'est des papiers sur lesquels il ne faut absolument pas faire l'impasse parce que ça a une valeur contractuelle et que c'est à partir de là que le client va créer sa confiance envers l'auto-entrepreneur ou l'entrepreneur. D'ailleurs, storytelling, j'ai fait ma première mise en demeure, entre guillemets. Hein. J'ai juste fait une procédure de recouvrement à l'amiable. D'ailleurs, pour les personnes, parce que je sais que les freelances ou les petites entreprises, les petites PME, PMI, parfois, il y a des entreprises qui jouent un peu sur les factures, qui mettent un peu de temps à payer les gens. Et là, en l'occurrence, on n'était plus sur 30 jours, on était sur plus de 45. Et en fait, tu sais, pendant 15 jours, je me suis dit, bon, je les relance à l'amiable. Ça reste quand même de la prestation de service. Hein. Ce n'est pas non plus de la marchandise. Donc, normalement, c'est à la facture. J'ai quand même mis 30 jours, etc. Enfin, bref. Et on se retrouve 45 jours. J'ai dit, écoutez, moi, je vous ai déjà relancé 10 fois par mail. Écoutez, on va entamer la procédure de recouvrement. Et ma comptable m'a dit quand même que j'étais sa première cliente qui fait ça dans toute sa carrière. Elle a 50 balais. Et je me suis dit, mais c'est quoi du coup, j'en suis voulu, j'ai culpabilisé. Après, je me dis, au final, quand tu es une petite structure, il faut quand même imposer des règles. Et même si ça arrive une fois, ça va arriver une deuxième fois, en fait. Exactement. De toute façon, les impayés, c'est un grand classique. Il faut arrêter de se leurrer en tant qu'entrepreneur en se disant que ça n'arrive qu'aux autres. Non, moi, le nombre de personnes, ne serait-ce sur Instagram, qui ne sont même pas forcément des clients, qui m'envoient des messages ou des vocaux en me disant, voilà, Marianne, je suis en panique, j'ai une cliente qui ne me paye pas, j'ai un client qui ne me paye pas, comment je fais là, je ne sais pas quoi faire. Alors, bien évidemment, moi, comme je dis, ça passe par l'anticipation. Après, une fois qu'on n'a pas anticipé, heureusement qu'il y a encore des procédés pour régler le problème, comme tu as fait toi d'ailleurs, ce qui est très courageux. Et comme tu dis, il faut savoir cadrer dès le début, même quand l'activité elle commence, c'est pas pour autant qu'il faut se dire ouais, mais je suis tout petit, je marche encore pas bien, je vois pas pourquoi j'irai courir après les gens. Non, parce que c'est ce qui va faire votre réputation en fait. Il y a un moment donné, si on vous sait intransigeant sur votre paiement, il y a un moment donné, les gens seront un peu plus dissuadés de ne pas vous payer. C'est ça. Et donc, pour revenir sur ces procédures-là, ma comptable disait justement qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ils avaient juste peur de perdre leurs clients. Ils avaient peur, du coup, qu'on ne les recontacte plus. Ils avaient peur, en fait, de tout ça. Et donc, il y a très, très peu de personnes qui vont au bout, en fait, de ces menaces, entre guillemets, en disant on va procéder au recouvrement. Et donc voilà, je voulais quand même parler de ça parce que c'est vraiment ce qui m'est arrivé là, on est encore en procédure entre guillemets. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rémunérer, j'ai reçu la paye ce matin. Ils n'ont pas pris en compte mais ils n'ont pas pris en compte du coup le recouvrement. Donc ils se sont dit bon du coup je la paye mais le recouvrement d'accord. Ciao. Donc voilà, après ça reste quand même délicat en disant Coco en fait ça y est, en fait le recouvrement c'est pas cadeau, c'est parce que tu me payes que du coup c'est cadeau en fait. Mais c'est vrai que voilà, pour des personnes qui se lancent, ça peut être compliqué. C'est vrai que je peux comprendre qu'ils aient peur, etc. Et c'est compliqué juridiquement de s'imposer aussi en disant, voilà, la règle, c'est ça, la loi, c'est ça, j'ai mis ça en place sur ma structure. Donc, bref, c'était une grosse parenthèse. Je voulais en parler parce que vraiment, j'ai vu ça ce matin, donc ça m'a un peu énervée. Je me suis dit, attends, Coco. C'est ça, en fait, c'est dommage parce que ce genre de problème, en fait, qui touche le juridique, c'est quelque chose qui peut vraiment te pourrir un business, sincèrement. Oui. C'est pour ça que moi, je dis toujours, la prospection, c'est bien, chercher des clients, c'est bien, savoir s'y prendre sur Instagram, les réseaux sociaux, c'est bien. Mais il y a un moment donné, si on a des problèmes avec les clients, si la réputation, elle en prend un coup de l'entreprise parce qu'on n'a pas cadré les choses correctement, tout ça, ça ne sert à rien. En fait, le juridique, c'est la base d'un business, sincèrement. Comme je dis, sinon, ça ne fonctionne pas. On aura beau avoir tous les followers du monde. Si jamais on se prend un mauvais procès parce qu'on n'a pas fait les choses correctement, c'est finito, quoi. Faut faire... Et d'ailleurs, ce que je ne savais pas, en plus de ça, c'est que si on demande un contrôle fiscal, on est censé prouver qu'on est bien payé en temps et en heure. Et si on n'a pas justement fait ces recouvrements, on peut se retrouver dans une situation où on va vous dire mais pourquoi vous n'avez pas fait de recouvrement si on ne vous paye pas? Et en fait, ça peut induire à que y a de l'argent sous la table, que des choses comme ça.
Et c'est ma comptable qui m'a dit ça, qu'elle ne savait pas non plus. Elle a eu ça avec un client et il ne faisait jamais de recouvrement. Enfin, il laissait toujours courir des factures 60 jours, 90 jours sans être payé, en fait. Et quand le fisc lui est tombé sur le dos, on lui a dit, mais pourquoi vous ne vous demandez pas à être payé? Ils doivent vous payer parce que même eux, en fait, ils sont censés payer parce que c'est, tu vois, même pour la TVA, etc. Enfin, bref, il y a Ah plein ouais. de choses. Je sais pas D'où si tu as entendu l'intérêt parler de ça. Hmm. D'où l'intérêt de tenir une comptabilité. Hein. Oui. C'est pénible à faire, mais il faut le faire régulièrement, même en auto-entreprise. D'ailleurs, de toute façon, il y a une obligation de livre aux recettes à tenir. Ouais. Il faut le faire régulièrement parce que c'est comme ça qu'on oublie d'envoyer soit des documents, typiquement la facture, soit qu'on oublie simplement où on en est et qu'en cas de contrôle, on ne puisse pas justifier. Ouais. Oui, tout à fait. C'est pour ça que voilà, c'était petit aparté, que vous soyez une petite ou une structure plus imposante. Moi, c'est vrai qu'en tant que micro-entreprise, à l'époque, j'aurais peut-être pas osé en tant qu'entrepreneuse de faire ce genre de recouvrement parce que tu commences, tu n'as pas trop de clients, tu vois, tu as peur d'en perdre. Je peux comprendre, mais même là, en passant dans un statut beaucoup plus structuré qui est une SASU, je me dis même ça, en fait, c'est même pas en fait question d'être micro-entreprise ou autre. En fait, c'est que les gens, ils sont mauvais payeurs. Il faut courir les factures comme ça pour me payer l'offre, c'est cadeau. Bon, bref. C'est ça. Puis au-delà des impayés, il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser. Tout simplement la fidélisation de la clientèle. Quelqu'un qui est trop à l'arrache, qui ne Oui. fournit pas ce qu'il faut, qui n'est pas carré sur l'aspect juridique de son business, c'est quelqu'un qui ne va pas fidéliser sa clientèle parce que il donnera pas confiance, en fait, tout simplement. Et qu'on va penser soit à un escroc, soit à quelqu'un qui a une espèce d'activité fantôme. Oui. Donc, c'est tout l'intérêt de l'anticipation, de respecter la phase de pré-vente, aussi en deuxième étape, de mettre son site en conformité. Quelqu'un qui a un site trop à l'arrache, où on ne sait pas qui se cache derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mention légale, il n'y a pas de politique de confidentialité, de CGV, etc. C'est un site qui, déjà, en cas de contrôle, va risquer en fait de prendre une amende. Oui. Et ensuite, ça donne pas envie, tout simplement. Le client, il est là, il débarque, il n'a aucune information, on ne sait pas Ouais. Il exactement y en a de plus vers en qui se plus. tourner si jamais on a un problème avec la commande. Tout ça, c'est des choses à mettre en place. Ouais. Après, bien évidemment, vient la phase de vente où il est essentiel, à mon sens, d'anticiper et de mettre en place, quitte à le faire à l'écrit, un process de vente. C'est-à-dire, même si on est une petite structure entrepreneuriale, on se cadre. Voilà, on met les choses dans l'ordre, même si le client il n'a pas envie, excuse-moi du terme, mais ça le fait chier de signer des documents, etc. Vous en fichez. Dans ces cas-là, sincèrement, il vaut mieux refuser le client plutôt que le client ne vous la fasse à l'envers en disant non mais c'est bon, Oui, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas signer un contrat, patati patata, on ne va pas faire les choses comme ça. Et puis finalement, c'est le genre de situation dans lesquelles j'ai des gens qui viennent me voir derrière. Là, je fais quoi? Elle n'est pas allée chercher son colis. Du coup, le colis il a été renvoyé par le point de dépôt. Donc, du coup, elle refuse, elle refuse ouais. en fait, la situation. Elle veut que je la rembourse intégralement, etc. Alors que si on avait marqué les choses dans les CGV et qu'on avait fait signer les CGV, qui est le contrat de vente, et typiquement, on ne serait pas confronté à ce que la personne nous réponde. Non, en fait, rien à faire, j'ai pas consenti à ça, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, je profite pour sauter sur cette occasion. Je vois beaucoup de petites jeunes qui se lancent en tant que community manager. Et ça, franchement, pour ceux qui se lancent en community manager et qui ne font pas de contrat avec leurs clients, alors qu'ils touchent à tout ce qui est carte bleue, toute Ouais, et la puis c'est partie sur très long en plus. gestion de communauté, donc c'est gestion de clientèle et qu'on est vraiment sur, il y a des codes secrets, il y a il y a vraiment un gros processus d'informations confidentielles qu'on se retrouve à avoir parce que on est censé, voilà, on est censé gérer les comptes et faire tous les réglages. Moi, je vous conseille, il y a 1000% de faire un contrat au moins pour vous protéger vous et vous dire, voilà, si demain, on peut vous reprocher n'importe quoi, on peut très bien vous dire que vous avez escroqué le compte, on peut vous dire, on peut dire n'importe quoi. Et je trouve que sur cette vente de services, c'est encore plus important. Bon, le site internet aussi, mais ça c'est encore autre chose. C'est plus du tech, c'est plus de la technologie intégrée. Mais le community management, quand je vois toutes les community managers là, qui fleurissent sur Instagram, je me dis, mais je suis sûre qu'il n'y en a même pas 20% qui font des contrats avec leurs clients, quoi.
Le problème, c'est qu'elle se retrouve, je dis elle comme si elle réfléchit, mais Oui, c'est elle. en général, c'est quand même des femmes qui font ça, ouais. Oui, c'est vrai. Ils se retrouvent en fait simplement dans l'illégalité parce que comme tout professionnel, ils ont un devoir d'information précontractuelle à l'égard de leurs clients, donc notamment les clients consommateurs, mais aussi ne serait-ce que les clients professionnels qui ne sont pas du même domaine. Ouais. Si on ne donne pas les informations essentielles, derrière, on peut voir sa responsabilité engagée. Il faut informer sur les tarifs, il faut informer sur les délais de livraison ou de réalisation de prestations, les conditions dans lesquelles ça s'opère, etc. S'il n'y a pas toute cette information précontractuelle, déjà, il y a un problème. Ouais. On est dans l'illégalité. Je sais que les gens n'en ont pas conscience, mais c'est l'illégalité. Au-delà de ça, faut être carré. Non, mais vraiment, puis au-delà de faire plaisir aux autorités compétentes, c'est aussi en fait pour l'entrepreneur, parce que la phase aussi essentielle en cas de problématique, c'est quand même de collecter et de conserver le max de preuves de sa relation commerciale. Donc, si on ne respecte pas ce process de vente, de se dire, allez, je fais les choses bien, je fais les choses dans l'ordre avant de toucher mon argent, parce qu'on sait que c'est ça le but du truc. Mais si c'est pour devoir le restituer derrière et en plus se prendre un coup de massue par un mauvais commentaire sur Google, etc., c'est double peine, quoi. Donc, voilà, faites des écrits. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus du genre à fonctionner à l'oral, ça se fait des vocaux sur Instagram, ou alors ça s'appelle. C'est très bien pour la relation commerciale, je ne dis pas, mais malheureusement, on n'en tirera aucune preuve derrière. Donc, il est essentiel de faire des écrits, ne serait-ce que des mails. C'est clair. Une relation commerciale. Donc non, voilà, ça c'est le petit conseil que je donne, favoriser au maximum les écrits, quitte à faire un doublon avec les oraux. Moi personnellement, mes clients aujourd'hui savent comment je fonctionne, c'est-à-dire que je fais un appel découverte, j'échange énormément, j'aime prendre le temps de parler. Par contre, voilà, je dis toujours, derrière tu me refais un topo par écrit, par mail, comme ça déjà moi j'ai une trace, je m'en souviens, etc. Et puis moi, après j'envoie le tout, toutes mes informations précontractuelles, je les envoie par écrit, par un devis, par mon contrat, etc. Et puis encore mieux de le faire signer par les clients, de lui faire adhérer, parce qu'en fait tout simplement c'est ce qu'on appelle l'opposabilité, c'est de faire signer quelqu'un ou de faire la technique du double clic, par exemple pour un site de vêtements, on fait tous ça, le oui j'accepte, je reconnais avoir lu les CGV, personne ne les lit bien évidemment, on sait, mais en fait pour l'entrepreneur c'est se ménager une preuve de dire de toute façon pour qu'il passe commande sur mon site internet il a dû accepter et du coup c'était comme s'il avait un peu signé et à partir de là ça lui est opposable et moi je peux lui dire mon coco tu ne veux pas me payer, c'est une chose, mais ceci dit tu as accepté noir sur blanc toutes les conditions de ma prestation professionnelle. Non, mais c'est clair. Voilà. C'est clair. Non, mais ça, c'est super important. C'est pour ça je suis contente que tu aies accepté de faire cet épisode de podcast parce que je trouve que c'est encore des points que les gens, ils ont du mal, en fait, que ce soit une petite structure ou une grande structure. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui disent souvent, de toute façon, les grosses boîtes, enfin, les petites boîtes sont les banques des grosses boîtes, tu vois. Il y a encore une histoire de pas être payé ou d'attendre le 60e jour pour payer ou le 30e jour. Donc, le fait de faire au moins signer ces parties-là, ces papiers-là, ça sécurise. Et puis, au moins, tout est carré, c'est accepté, quoi. Et parce que je pense que c'est ça aussi, il y a beaucoup de jeunes, ils n'ont pas cette formation commerciale où tu verrouilles les oui, tu vois, le fameux entonnoir de oui, où tu sécurises et après on signe pour vraiment la personne, tu sais qu'elle a compris ce qu'elle voulait, tu sais ce qu'elle attend et tu sais que vous êtes compris, quoi. Mais le juridique, c'est pas seulement 10%. Quand on monte un business, une entreprise, c'est bien plus que ça. Bon, j'irai peut-être pas jusqu'aux 50% parce qu'il faut quand même se concentrer au maximum sur son cœur de métier. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'interviens en tant que prestataire là-dessus. Mais c'est un bon 30%, quoi. Sans ces 30%, ça se casse la gueule. Il faut dire ce qui est. Après, voilà, je parle beaucoup d'écrits, mais en s'éloignant peut-être un peu plus du juridique, moi, comme je le dis toujours aux gens, c'est une question aussi d'attitude. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut se mettre une certaine rigueur, donc c'est-à-dire respecter ses obligations. Ça, c'est la base de la base, c'est-à-dire que voilà, on nous achète quelque chose, quelqu'un nous paye pour un service ou un produit qu'on
lui a survendu, c'est normal derrière de fournir quelque chose, une prestation ou un envoi qualitatif. C'est normal de fournir les documents en temps et en heure, c'est normal de faire un suivi de commande. Toutes ces choses-là, on ne peut pas juste recevoir de l'argent et laisser le client totalement dans le flou par rapport à la confiance qu'il nous a accordée. Donc, il y a respecté effectivement ces obligations basiques de vente, mais c'est pas que la relation commerciale au cours de la vente qui est importante, c'est aussi tout ce qui suit derrière, le service après-vente. Moi, je mets un point d'honneur sur le service après-vente, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez été payé et que vous avez répondu à votre obligation principale, c'est normal derrière d'assurer un service après-vente. Les clients, on ne peut pas faire le mort, c'est-à-dire qu'il a un problème avec sa commande ou la réalisation de la prestation, il faut rester présent. S'il a une réclamation, une question, voilà, on lui répond pas non plus un mois plus tard. On fait l'essentiel pour que le client, déjà, il soit satisfait parce que pour lui, comme pour vous, ça vous aidera. C'est comme ça que d'ailleurs, vous aurez généralement des bons commentaires sur Google ou sur Malte ou je ne sais encore quel site. Ça demande effectivement déjà d'être calme, même si ce n'est pas dans notre nature. Moi, c'est ce que je répète beaucoup aux gens qui m'ont dit qu'ils avaient des soucis avec des clients et que du coup, ils pétaient un câble et que ça finissait par carrément s'insulter. Non, il faut savoir énormément prendre sur soi, être dans la communication. N'oubliez pas que vous êtes professionnel et que là, peut-être que je m'éloigne du juridique, mais pour moi, c'est un ensemble. Vous êtes professionnel, donc vous devez de garder une posture professionnelle, même quand ça fonctionne sur Instagram, même quand on est un peu pote, qu'on se tutoie, etc. Ça n'empêche que la personne, elle n'est pas contente, on garde son calme et on cherche des solutions alternatives. Le but, en cas de problème, c'est de toujours régler les choses à l'amiable. C'est le plus important, parce qu'une fois qu'on arrive dans une phase de litige, si ça en vient au niveau du judiciaire, déjà, ça aura un impact sur votre morale, ça aura un impact sur le moral du client. Et puis, comme je disais, c'est une image derrière qui se crée, une image qui peut être négative et qui, malgré vos efforts, vont pouvoir tout planter, en fait. C'est une situation qui est vraiment horrible à vivre parce que ça peut durer des mois et des mois, voire des années selon la problématique. Donc, gardez toujours en tête, dès le début, c'est-à-dire dès que vous créez votre entreprise, que quand vous allez donner des informations sur vos produits, etc., et vos services, il faut toujours un petit peu anticiper, même si c'est dur de garder cette idée en tête, de se dire, en cas de problème, il faut que je fasse le maximum pour que ça se gère de la façon la plus simple et la plus rapide possible. Donc, voilà. D'ailleurs, je rebondis, j'ai mon amie Marie, elle a fait sa marque de bijoux. D'ailleurs, elle est sur le podcast aussi. L'épisode, je ne sais plus s'il sort avant ou après, enfin bref. Et donc, elle a fait de la vente de marchandises, de bijoux. Et le truc, c'est qu'il y a une cliente, par exemple, qui est venue 31 jours après pour dire, voilà, les bijoux, ça ne va pas, est-ce que je peux les échanger? Et en fait, elle s'est retrouvée dans la situation où en fait, je ne peux pas vous dire oui, c'est 30 jours. OK, c'est 31 jours pour vous, mais si je vous dis oui à vous, c'est-à-dire quoi? C'est peut-être que votre cousine, elle va venir et elle va me faire la même chose. Et puis elle, je ne vais pas du tout pouvoir lui dire non plus. Et puis ça peut... Puis c'est pas juste parce que si je dis oui à vous, c'est-à-dire que tu dois dire oui aux autres. Donc en fait, voilà, il n'y a plus de règles. Et elle a été assez ferme pour dire, voilà, je suis désolée, OK, c'est un jour, mais c'est un jour. Et je ne peux pas parce que ça veut dire que du coup, la règle, elle n'est pas imposable. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis dans le sens où faut être super carré pour tout. Pour pas justement avoir une mauvaise image si la fille, moi j'ai échangé et puis les autres, pourquoi elle échange pas avec moi? Et puis je dirais qu'il y a un gros buzz sur TikTok et ça fait bad buzz, quoi. Enfin, c'est, bon, après, ça, c'est une question de retour, mais ça reste du SAV. Non, mais là, en fait, tu touches vraiment une problématique essentielle parce que moi, je pense que c'est ce qui revient le plus. Cadrer sa relation commerciale avec des délais. Déjà, il y a des délais légaux qu'il faut respecter, sur lesquels il faut se renseigner. Cadrer par des délais légaux, une garantie commerciale ou ne serait-ce en cas de produit défectueux, tout ça. Il faut informer son client déjà par rapport à ça. Ça fait partie du process de vente, au-delà du juridique même, c'est la base de me dire, n'oubliez pas, vous avez tel délai pour restituer vos produits, etc. C'est le meilleur moyen d'anticiper une réclamation client et un mauvais avis, voire un litige, de toute façon. Donc là, pour moi, typiquement, c'est l'histoire du process de vente. Ouais. Et c'est bien, d'ailleurs, moi, je conseille toujours aux entrepreneurs de se faire une petite fiche
ou déjà avec ses clients qu'il doit relancer, etc. D'ailleurs, il y a des logiciels déjà de comptabilité qui permettent un peu d'aborder ces choses-là. Moi, personnellement, j'utilise Abi, je trouve cette application super, qui nous met des petits rappels en mode bon, bah voilà, cette facture, elle est toujours en attente de paiement, selon vos dires, est-ce que vous voulez la noter payée, est-ce qu'il faut relancer, etc. Oui, ça, c'est bien. C'est des choses, n'hésitez pas à utiliser ce genre d'outils qui sont d'ailleurs des fois gratuits sur Internet. Ça peut énormément vous aider quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est florissant hein, sur le marché. On nous propose énormément d'outils pour gérer la partie administrative, juridique, comptable. Donc, profitez-en. Gestion de projet, ouais, carrément. Il n'y a que ça qui sort. Donc, ouais, c'est carrément... c'est des bons outils. Mais c'est vrai que, voilà, moi, c'est ce que mon avocat, il m'avait dit. Il m'avait dit, écris tes lignes rouges. Qu'est-ce que tu veux pas qu'il se passe aussi dans ton entreprise? Quels sont les points qui seront irrévocables? Dans le sens où demain, tu embauches des personnes, quelles sont les lignes rouges ces personnes, si elles franchissent, il n'y a pas de retour en arrière, c'est licenciement direct. Enfin, bon, après, c'est encore un autre point juridique. Mais il a raison, tu vois, c'est l'histoire de se faire une fiche quand on crée son entreprise, de voilà, dire comment je vais anticiper mon process de vente, par quel outil je vais passer pour faire valider mes contrats, dans quel ordre, quel délai je mets pour relancer les gens, tout ça. C'est des questions qu'il faut se poser avant d'effectuer sa première vente. Ouais. Donc, soit on recourt à des professionnels qui nous orientent sur la question, en faisant typiquement des modèles de contrat ou simplement un comptable qui va pouvoir nous conseiller, etc. Soit on se renseigne énormément, c'est-à-dire qu'on a la curiosité de pousser la réflexion sur Internet, de se faire cette petite fiche, effectivement, comme tu dis, de se noter à quel résultat je n'ai pas envie d'arriver, aussi quels sont mes objectifs. Par exemple, je sais pas, moi, mon objectif, c'est d'ici 6 mois d'avoir au moins 10 commentaires positifs sur ma page Google ou ma page Mail. C'est des choses qu'on peut se noter sur cette fiche et te dire mais comment je vais y parvenir, c'est construire une relation de confiance dans le cadre de mon business et du coup, passer par telles étapes, passer par tel prestataire, investir là-dedans parce que voilà, ça aussi j'en parle, l'investissement. Non mais ça, c'est un truc. Moi, je vois des gens qui sont capables de mettre des milliers des cents dans de la publicité Instagram ou Facebook. C'est très bien, ça fait connaître. Mais par contre, qui derrière, non, c'est trop cher pour recourir à un comptable, c'est trop cher pour recourir à un avocat, un juriste, etc. C'est dommage. Alors peut-être que forcément, je prêche pour ma paroisse, c'est normal. Mais d'un côté, ne serait-ce qu'avec toute objectivité, de me dire investir autant pour de la prospection, mais pas pour la base de son business qui est les démarches juridico-administratives, c'est dommage. Parce que ça, voilà, c'est comme je dis, l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que cette partie-là vient quand même d'abord, étant donné que quand tu crées ton entreprise, tu n'es pas sûr de toute façon d'avoir des clients tout de suite. Donc, autant en profiter pour faire les choses bien. Comme ça, dès la première vente, se dire, OK, il n'y a pas de stress, c'est nickel, c'est carré. Ouais, mais c'est vrai qu'ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils réfléchissent pas comme ça. Et en plus, là, quand tu vois toutes les entreprises florissantes, je ne sais même pas si elles sont déclarées, ces jeunes filles-là, il y a aussi beaucoup de mineurs que tu vois sur TikTok, tous les e-commerce, toutes les petites les entrepreneurs florissants. Je suis persuadée que, ils sont là, c'est le genre de personnes qui vont se déclarer au bout de 6 mois et ils vont se déclarer si ça marche. Et puis après, ils vont se déclarer, mais ils ne vont pas du tout faire passer le juridique avant. Et ça, c'est malheureux. Et ça devrait être même une obligation. Enfin, c'est une obligation légale. Mais dans le sens où ça devrait être tu vois, par exemple, une case à cocher quand tu t'inscris en tant que micro-entrepreneur. Veuillez inscrire vos CGV, veuillez inscrire vos politiques de confidentialité. Tu vois, faire en sorte que, OK, tu peux t'inscrire en tant qu'entrepreneur. Mais comme Malte, tu vas t'inscrire sur Malte. Tu dois remplir, tu dois donner toutes limites. C'est limite si tu ne te maries pas avec la plateforme. Donc, tu arrives à avoir un SIRET en 15 minutes. Mais par contre, ils ne vont pas vérifier derrière que tu es juridiquement correct. Donc ça, je trouve ça quand même dommage. En fait, les gens sont souvent dans l'optique que ça n'arrive qu'aux autres. Malheureusement, les contrôles fiscaux, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est beaucoup plus courant qu'on le pense. Parce que croyez-moi que le trésor public n'est pas du genre à flémardiser sur ses contrôles dès lors qu'il peut récupérer de l'argent là où il va.
C'est ce qui est normal hein, d'ailleurs aussi. Hein. C'est tout le but de la fiscalité en France. Ouais. Ils arrivent comme ça, coucou, c'est moi. Tu me sors voilà, depuis le début. Alors souvent, ils font très peur en annonçant des grosses amendes. C'est vrai que bon, c'est rarement le cas d'arriver au plafond maximum. Mais par contre, ne serait-ce que quand on commence, de devoir payer 1 000 euros d'indemnité ou d'amende, c'est pénible. Il faut dire ce qu'il y a. Enfin, les 1 000 euros, il faut les sortir. On ne les a pas forcément. Bah voilà, c'est que des regrets derrière. Moi, d'ailleurs, quand je dis pourquoi rédiger un contrat, c'est vrai qu'en premier, je dis, bah, bien sûr que c'est répondre à vos obligations légales, mais de deux, c'est aussi vous épargner un coût inutile, parce que c'est pénible de devoir donner de l'argent parce qu'on est puni de quelque chose. Il vaut mieux donner de l'argent de son plein gré en disant, je le fais pour ma sécurité, je le fais pour être bien, et dès là, on est quand même beaucoup plus à l'aise de sortir cette somme. Ensuite, il y a effectivement anticiper la majorité des interrogations que nos clients peuvent se poser. Ça évite de se faire harceler par mail ou par téléphone derrière, parce que la personne, elle aura déjà la réponse dans le contrat. C'est garantir votre crédibilité, votre réputation, parce que voilà, quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, hein, je me répète, mais quelqu'un qui fait les choses bien, c'est un entrepreneur en qui on a confiance. Dire typiquement, le site, tu sais, ces publicités qu'on voit sur Instagram, notamment, je pense, des marques de vêtements. Et en fait, on ne sait pas trop d'où ça vient. Moi, j'avais fait l'erreur il y a quelques années. Hein. J'étais tombée sur un truc Instagram, les vêtements, je les trouvais trop beaux, je les ai commandés. Je n'ai pas du tout reçu. Je croyais que tu allais me reparler de tes chaussures chez Fab. Ouais, Just Fab, ça c'est encore une autre histoire. Mais là, c'était le coup d'un truc Instagram qui envoyait du rêve. Puis en fait, finalement, en allant sur le site internet, déjà, tu vois, le nom de domaine n'était pas le même que tu vois, le nom sur Instagram ou de la marque. Ouais, puis derrière, tu n'avais pas de mention légale, pas de localité. Enfin, cette localisation, c'était n'importe quoi. Et résultat, j'ai reçu des fringues, tu sais, typiquement ce gros cliché, on en fait des mèmes aujourd'hui, on retrouve ce genre de trucs sur les réseaux, où en fait, le machin n'a aucun rapport avec la photo. Et fait dégoûté, quoi. Donc, moi, maintenant, je sais que je me méfie. Tu t'es quand même fait avoir. Hein. Moi, aujourd'hui, un site qui n'a pas toutes les informations essentielles, je ne commande plus dessus. C'est ridicule. C'est no way. Quoi. Ça, je comprends. Je me méfie trop. Et donc, voilà, il y a cette histoire de crédibilité. Puis, tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, qui est la 4e raison, c'est anticiper son service après-vente et éviter les impayés. Et ça reste quand même notre but ultime à tous, je pense, quand on crée un business. C'est clair. Non, mais c'est cool. Enfin... Ouais, voilà, ce serait vraiment si tu aurais un dernier conseil, enfin, je pense que je sais déjà ce que tu vas dire, mais ça va juste répéter la chose. Le dernier conseil qu'il faudrait retenir de tout cet épisode de podcast. C'est dur de résumer en un, mais je dirais de façon peut-être plus générale, sans vouloir être trop lourde sur l'aspect juridique, c'est de dire n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite de vouloir absolument faire votre première vente dès demain, dès que vous lancez quelque chose. Il vaut mieux prendre le temps, être patient, faire les choses correctement, cadrer, pour être tranquille derrière. Ça ne sera que du bonus. Vous n'allez pas perdre le client si vous le faites patienter, ne serait-ce que quelques jours, le temps de mettre en place un contrat ou le temps une facture. Je veux dire, au contraire, le client, il va être bien plus rassuré si vous lui dites, voilà, dans 3 jours, je vous fais signer ça et ce sera bon. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous informer parce que c'est justement dans l'ignorance qu'on se retrouve confronté à la réalité pratique où il va falloir apprendre sur le tas et c'est rarement marrant d'apprendre sur le tas où il y a un client qui nous l'a fait à l'envers et on a envie de pleurer toutes les larmes de son corps et on est là à se dire mais pourtant j'y ai investi énormément de temps donc voilà, c'est ça mon conseil, c'est de la patience, de l'information, de la réflexion et puis aussi de l'investissement, faut dire ce qui est, de l'investissement monétaire, puisque si vous voulez mettre de l'argent dans de la prospection, pensez peut-être d'abord à mettre de l'argent dans votre cadre juridique ou administratif. Donc, peu importe la forme juridique de celle-ci. Ouais, c'est cool. Et je pourrais rajouter, n'hésitez pas à vérifier le background de vos clients, que ce serait juste sur société.com, être sûr qu'il a bien une société. Si c'est quelqu'un qui est en cours de signature, vérifier qu'il soit bien en cours de signature. Voilà, essayer de vérifier. C'est bête à dire, faut avoir confiance, surtout
quand on travaille avec des personnes, mais il faut vérifier quand même. Il y a pas de confiance dans le business, que ce soit même votre meilleur ami. Exactement ça, mais je crois que tu as tout résumé, il n'y a pas de confiance dans le business. Et à un moment donné, on peut avoir une relation plutôt cool et plutôt fun avec sa clientèle, mais ça n'est pas de l'amitié. Et je vais vous dire, même avec les amis, en fait, il faut cadrer les choses parce que justement, c'est le genre de relation avec laquelle on a plus de problèmes, c'est avec les potes. Donc, même avec les potes, il faut cadrer les choses. Et je reviens vite fait sur je parlais d'investissement financier. C'est pas forcément prendre un professionnel pour rédiger tout ça, parce que là, j'ai l'air de faire ma grosse pub, mais pour moi, c'est plus général que ça. C'est typiquement, par exemple, prendre une assurance responsabilité civile professionnelle. C'est pas obligatoire pour les micro-entrepreneurs, selon le domaine dans lequel on est, mais ça me semble essentiel. Alors oui, c'est 10 euros par mois, mais c'est 10 euros par mois qui vont vous sauver vraiment si jamais vous avez un litige et que derrière, vous avez besoin de conseils juridiques, etc., ou du moins d'être orienté ou simplement d'être aidé financièrement si ça va loin, et ben voilà, une assurance responsabilité professionnelle, c'est typiquement pour moi l'investissement de base sur lequel il faut pas faire. Pour un entrepreneur, c'est pas si cher que ça, et ça va être dans les 200 euros à l'année. Donc voilà, après ça peut monter vite à 500, 600 euros à l'année quand vous êtes spécifique dans certains domaines, mais même 600 euros à l'année quand vous le divisez en 12 mois, ça vaut le coup. Pareil, prendre un abonnement chez un médiateur, parce qu'un médiateur, on ne peut pas le nommer comme ça gratuitement sans le prévenir sur ses contrats. Donc, il faut penser à ça. Dès lors que vous avez des clients qui sont consommateurs, il faut se rapprocher d'un médiateur, quitte à un abonnement à l'année pour ses services. C'est clair. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, Morgane, pour tout ça. Je mettrai les infos dans la description du podcast. Et puis, merci pour tous ces conseils. Merci à toi de m'avoir invité en tout cas. C'était cool et je te souhaite une bonne journée et bonne journée à tous. Toi aussi, au revoir. Ciao, merci Morgane.